Bonjour à tous, bienvenue sur Sport Plus. Au menu, le Bénin participe au 7e championnat d'Afrique de la zone 2 de natation à Accra au Ghana avec de grandes ambitions olympiques depuis ce jeudi. Des détails à suivre. La marche vers la modernisation du Comité national olympique et sportif béninois se poursuit. Le mouvement sportif ne va plus naviguer à vue grâce à l'assiette fédérale identitaire. Des détails également dans cette émission. On reviendra enfin sur tout ce qui s'est passé ce week-end lors de la 17e journée de la Vitalor Ligue 1 et de la 18e journée de la Vitalor Ligue 2 ainsi que dans les coupes interclubs africaines. Aujourd'hui, je serai en plateau avec le rédacteur en chef de Ado FM, Ado TV, Fidèle Akoredia, qui signe son grand retour. Oui, bonjour Larios, bonjour amis internautes, bonjour amis téléspectateurs, heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci Fidèle pour avoir accepté être de ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive sur www.esautv.bg. Le plaisir partagé. Nous démarrons par la natation. Les 7e championnats d'Afrique de la zone 2 de natation ont démarré ce jeudi à Accra, au Ghana. Le Bénin y participe avec de grandes ambitions. 6 athlètes, dont les sœurs Raji et le vétéran Marc Danso, vont défendre les couleurs du Bénin à ces joutes sous-régionales. Plus de précisions avec Aurélien Rontondi, le secrétaire général de la Fédération béninoise de natation. Le Bénin participera à cette édition avec 6 nageurs. Nous avons un nageur qui arrive de Paris, M. Dansou Marc Pascal. Nous avons 2 nageuses de Dakar, les 2 Raji Nafisatou et Raji Raoufatou. Elles descendent de Dakar, elles sont dans le club de la BCAO. Et nous avons un nageur qui est dans le centre de formation de Dakar, M. Panou Tchefesson. Donc ça fait 4 nageurs qui sont au-delà du Bénin et qui vont descendre à Accra. Et de Cotonou, nous partons avec 2 nageurs. Il y a Siancé Kwasi Williams, détecté, c'est une révélation des derniers championnats des championnats nationaux du Bénin. C'est là où il s'est révélé. Donc on l'a sélectionné. Et il y a Koumondi Jidas qui était déjà au championnat du monde. Donc ça fait 6 nageurs avec lesquels nous bougeons pour aller au championnat, pour aller à la 7e édition des championnats africains de zone 2. Nous y allons avec un peu plus d'assurance que la fois passée. Parce que nos nageurs ont un peu plus mûri dans la préparation et dans le travail aussi. Nafisat et sa petite sœur Raoufatou nous promettent beaucoup de choses. Et j'avoue que là-bas, elles y travaillent énormément pour ça. Je profite de l'occasion pour présenter mes félicitations à leurs parents, surtout le papa qui investit énormément dans leur préparation. Monsieur Dansoumak, il avait nagé pour le Bénin. Il a été le premier nageur béninois qui a décroché une médaille à ce championnat-là. Il revient encore en fédération, il revient à ces championnats de zone. Il y va avec beaucoup plus de détermination. Je crois que cette fois-ci, nous allons rafler encore beaucoup plus de médailles que la 6e édition. Ça, nous vous l'assurons. La compétition regroupe cette année 27 pays et elle est qualificative pour les JO Tokyo 2020. Elle va s'achever le dimanche prochain. Et pour précision, les nageurs béninois seront entraînés lors de ces championnats par Honoré Kounandon. Roméo Ntia et Noélie Yarigo ont encore révélé l'athlétisme béninois lors des championnats de France élite en salle le week-end dernier. Le samedi, Roméo Ntia, spécialiste du saut en longueur, a remporté la médaille de bronze lors du concours grâce à un bond effectué à 7,68 m
avec cette performance, il bat son ancien record du Bénin, 7,61 m qu'il a établi en janvier dernier à Aubonne, toujours en France. Quant à Noélie Yarigo, elle a gagné la médaille d'or aux 800 mètres grâce à un chrono de 2 minutes 6 secondes et 80 centièmes. Elle a tout simplement des fourmis dans les jambes lors de ce premier trimestre 2020. Elle a déjà remporté le mois dernier 2 meetings et ce championnat élite en salle de France, elle a remporté en 2016 déjà. Et Fidèle Akorodia, l'athlète béninoise, l'internationale, la seule qui a pu atteindre les demi-finales des Jeux olympiques, continue de performer à quelques mois seulement des Olympiades Tokyo 2020. Oui, elle continue de performer, comme vous l'avez si bien dit, elle continue de performer aux grandes dames des Béninois, au bonheur des Béninois que nous sommes. Il faut dire que Noélie Yarigo ne s'avoue jamais vaincue et chaque jour que Dieu fait, elle fait un peu plus, Elle a décroché la médaille d'or au niveau des Jeux, au niveau du championnat de France en salle. C'est une très bonne chose pour le Bénin, c'est une très bonne chose pour elle, c'est une très bonne chose également pour sa performance parce que nous sommes aux accablures des Jeux olympiques Tokyo 2020 et pour y être, il va falloir valider beaucoup de points, il va falloir battre, il va falloir performer, voilà le mot que je cherchais, il va falloir performer et donc elle a su la bonne voie, on lui dit félicitations, du courage. Tout ce qui me dit, c'est que chaque jour que Dieu fait, elle prend un peu plus d'âge. Elle prend un peu plus d'âge. Et quelques jours avant cette prouesse, elle a écrit sur sa page Facebook officielle: tant que vous prenez des risques, tant que vous apprenez de vos tentatives et que vous continuez d'essayer, le succès ne pourra pas vous échapper. Et le succès ne lui a pas échappé le week-end dernier. Vivement que cette massif puisse la poursuivre pour les Jeux olympiques à venir. Effectivement, et nous allons démarrer avec cette large page au football, la Vitalo Ligue 1 pour démarrer. Esaïe Football Club, en clôture de la 17e journée, est allé faire un match nul, un but partout contre Dragon FC de l'OME à Misrete. C'était le lundi dernier. Mené 1-0 peu après l'heure de jeu, les universitaires ont égalisé en toute fin de partie grâce au penalty de Massimo Kokpon. Un penalty que les supporters des Dragons de l'OME n'ont pas apprécié et se sont rués sur l'arbitre à la fin du match. Suivons ici le résumé de cette rencontre.
Richard Biot des universitaires a débriefé la prestation de ces poulains au coup de sifflet final. Et ces poulains ont terminé d'ailleurs cette rencontre à 10 après la sortie sur blessure de Christian Legbé. On a toujours l'arraché dans la douleur, oui, parce que à un moment donné, il fallait aller chercher cette égalisation puisque nous avons été victimes d'un faux but fabriqué d'un arbitre venu de nulle part. Alors il fallait revenir au score. Et il fallait, comme on le dit, lâcher les chevaux et aller chercher cette égalisation, ce qui a été fait. C'est après le but, après qu'on ait encaissé le but, on a senti une équipe qui en voulait, qui allait chercher l'égalisation. En seconde partie, l'adversaire n'a plus voulu jouer. L'adversaire tombait, passait son temps. Celui-là tombe, un autre par là, ainsi de suite. L'adversaire ne jouait plus. Vous savez, je ne vais plus le répéter. Aujourd'hui, on est obligé, nous sommes déjà engagés dans la compétition, on est obligé de subir. Donc vous voyez, les joueurs n'arrivent plus à faire 90 minutes parce que les organismes sont vraiment touchés. Donc on sera obligé de faire avec. Comme vous l'avez fait, c'est une très bonne remarque. Nous ne finissons jamais nos matchs à 11 parce que pour des blessures, mais que voulez-vous, ça fait partie du football. On doit continuer dans ce sens. Fidèle, les actes de violence se multiplient de plus en plus sur nos stades. Malheureusement, ça se multiplie de plus en plus. Et puis, on a eu l'illustration lundi dernier à Messerete. Écoutez, ce n'est pas une bonne chose que de venir chaque fois parler des actes de violence sur nos stades. Parce que la FIFA a toujours dit « My game is a fair play »,« My game is a fair play ». Et que si on sait que le football, c'est un jeu d'amusement, c'est un jeu, et il va falloir qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et je ne comprends pas. Pourquoi on doit s'insurger parce qu'on a égalisé, parce qu'on a battu son équipe, parce qu'on a fait une défaite? Non. Après tout, c'est un jeu. Et qu'à la fin, il doit y avoir un gagnant, un perdant, ou bien vous faites... Les deux équipes partagent voilà, les points. Les deux équipes partagent le point. Et puis, on se salue la main, et puis la vie continue. Mais on ne comprend pas pourquoi certains supporters survoltés veulent tout le temps en découdre avec les officiels de la rencontre. Ce n'est pas d'un bon comportement qu'on doit avoir sur nos aires de jeu. Ce n'est pas des choses à encourager. Ce n'est pas des choses qu'on doit montrer sur les chaînes de télévision. Ce n'est pas des choses qu'on doit vraiment cautionner. Donc moi, je dénonce avec la dernière rigueur ces actes de vandalisme, ces actes de violence sur nos stades. Puisque après tout, c'est un jeu et que nous sommes entre frères. D'une manière ou d'une autre, on va se voir après le football, parce qu'il n'y a pas que le football. Et il faut préciser, même si l'arbitre de cette rencontre a été en difficulté lors des 90 minutes, puisque c'est un jeune arbitre que la commission centrale des arbitres a décidé de mettre sur ce choc entre le 3e au classement Esaïe Football Club et le 4e. On ne doit pas, au coup de sifflet final, s'en prendre à l'arbitre ou aux arbitres du match. Et même si les jeunes, il faut commencer quelque part, il faut commencer un jour. Parce que, écoutez, on n'aura pas les Kofi Kodja si ces jeunes ne commencent pas à siffler les grands derbys, les grands matchs. On n'aura pas Kofi Kodja si on ne prend pas le risque de mettre ces jeunes sur des matchs capitaux. Donc, il leur revient d'apprendre de ces matchs. C'est vrai que les matchs ne sont pas des cobayes pour eux, mais ils doivent apprendre d'une manière ou d'une autre. Et c'est sûr que suite à cette force de ces expériences, ils vont s'améliorer pour qu'on puisse avoir des Kofi Kodja, des milliers de Kofi Kodja dans notre pays et dans l'habitat béninois. Donc c'est vrai, c'est un jeune arbitre, mais on ne va pas le vouer à l'hégémonie, on ne va pas le vilipender, on ne va pas le crucifier parce qu'on va se dire qu'il est en apprentissage d'une manière ou d'une autre, comme notre championnat aussi est en apprentissage, il faut avoir le courage de le dire. Après tous ces temps de disette, c'est maintenant qu'on a repris les choses petit à petit. Donc, on ne peut pas se lever. Tout au même moment. On ne peut pas avoir tout au même moment. Donc, c'est sûr, il doit y avoir des erreurs. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va corriger les erreurs, on va corriger les petites imperfections pour qu'on puisse avoir un championnat impeccable, un championnat nickel. Voilà. Effectivement, puisqu'il y a quelques jours, ou la semaine dernière déjà, sur ce plateau, nous l'annoncions que 4 arbitres béninois seront de la partie
lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021. Il s'agit de Louis Mouyandandé, de Nassis Couton et Eric Aymanvor. Et le 4e dont le nom m'échappe. Et il faut dire que avant ce match, ce dernier match de la 17e journée, Aïma Football Club, la veille, a consolidé son fauteuil de leader en étrayant les Panthères FC de Djougou 4-1, toujours sur ses installations de Misérité. En déplacement à René Pleven, Buff FC du Borgo a été tenu en échec par la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. Mais en ouverture de la journée le vendredi, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO s'est inclinée à domicile face au Real Sport 0 but contre 2. Cette défaite a d'ailleurs coûté le fauteuil à Rachad Chitou. Oui, je ne sais pas pourquoi vous dites que ça a coûté le fauteuil à Rachad Chitou, dans la mesure où c'est lui-même qui est à son code défendant, à son âme et conscience à déposer le tablier. Donc, c'est vrai, si vous faites des matchs et qu'il n'y a pas le résultat qui suivent, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, comme on le dit vulgairement. Mais j'estime que les conditions dans lesquelles Chitou Rachad a déposé le tablier ces conditions ne sont pas vraiment adéquates parce que, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et, la question que moi... Parlez-nous un peu des conditions, puisque à Misérité, c'est juste au coup de sifflet final que sur les réseaux sociaux, nous avons appris que l'entraîneur a démissionné. Écoutez, c'est un secret de polichinelle, que de dire que c'est au coup de sifflet final que non. Chitou, avant cette rencontre, rien ne présageait de ce qu'il allait démissionner. Il n'y avait aucune information. Peut-être il gagnerait, qu'il ne démissionnerait pas et qu'il serait toujours à son poste. Mais on a eu dire qu'il y a des supporters survoltés, d'accord, les supporters hooligans qui veulent en découdre avec lui et qui estiment qu'il n'est plus le bienvenu. Il n'est plus le bienvenu à la tête de leur équipe. Je ne sais pas si c'est les supporters qui dirigent le club ou le club a un comité dirigeant. Maintenant, si la voix des supporters devient d'une manière ou d'une autre prépondérante jusqu'à ce que le coach jette l'éponge, il va falloir s'inquiéter tout petit peu. Donc, écoutez, à cette démission de Chitou Rachad pose un problème. Est-ce que les clubs de la Ligue 1 béninoise ont réellement un projet? Parce que cette saison, on a déjà vu au plus de 5 coachs qui ont été débarqués ou qui ont démissionné de leurs fonctions. Oui, tout à l'heure, à la table de cette émission, vous disiez, Laros, que le football, c'est un jeu. Mais chez nous, c'est comme si ça devient un enjeu. Et au début de chaque saison, on ne sait pas les objectifs que les présidents de club assignent aux différents coachs. Et que quand on commence le championnat, et qu'il y a une victoire, 2 victoires, 3 victoires de suite, et que le club commence par dégringoler, le premier bouc émissaire qu'on trouve, c'est le coach. Et on le débarque. Non, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Écoutez, c'est vrai que le championnat a commencé et tout le monde aspire à être champion. Mais il ne faudrait pas qu'on se lève la face. Tout le monde peut être champion. Et tout le monde ne peut pas se maintenir non plus. Tout le monde, pas du tout. Tout le monde ne peut pas se maintenir. Maintenant, si vous êtes Asvo et que vous aspirez jouer les premiers rôles, être champion, ça veut dire que déjà, dans les recrutements, vous affichez déjà les couleurs. Et on sent que, attention, ce club, il veut jouer les premiers rôles. Et à travers vos choix, à travers la manière de jouer de votre équipe, on sait que, attention, ce club veut jouer les premiers rôles au niveau de ce championnat. Ça veut dire que vous avez un objectif bien défini. D'accord? Maintenant, si tel n'est pas le cas, et que, bon, on joue une fois, on gagne 2 matchs successifs, on fait 2 matchs nuls, on voit que, bon, on est très, très bien positionné, on peut être champion. Et que, quand le corps commence par dégringoler, on veut débarquer l'entraîneur ou bien on veut faire démissionner l'entraîneur, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, pour vous répondre, c'est quoi? C'est que tous les présidents de club doivent avoir des objectifs bien fixés. Moi, mon objectif cette année, je suppose, un club East, mon objectif cette année, c'est me maintenir, quelles que soient les circonstances. Monsieur le coach, vous avez obligation de maintenir le club en Ligue 1.
si tel est votre objectif, même si nous avons 30 journées, 15 journées à l'aller, 15 journées au retour, d'accord? Donc, même si vous faites vos calculs, que vous voyez que l'objectif, quelles que soient les circonstances, votre club est dans le ventre mou du championnat, l'objectif est atteint d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si le coach fait et que ça va au-delà de cet objectif, ce serait la cerise sur le gâteau. Ça serait la cerise sur le gâteau. Mais au cas où il ne ferait pas et que vous descendiez, à la fin du championnat, vous allez faire le point. L'objectif qui était assigné, ça n'a pas été atteint. Par conséquent, je te débarque, je te change, je te limite. Mais aujourd'hui, dans le championnat, ce n'est pas forcément le cas. C'est comme si c'est à la tête du client. On voit que le coach il gagne aujourd'hui, il a gagné aujourd'hui, demain il n'a pas gagné. Les supporters sont là pour dire que non, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Bon, il faut le faire partir. Écoutez, ce qui vient d'arriver, si la ligne aussi, je ne le souhaite pas, si la Ligue 2, oui, vous parlez là de Asvo. Oui, de Asvo, de Akinsola. Yolou. Celui qui était à Buff. Oui, l'ancien entraîneur des Buffs de Borgo, qui lui-même a été débarqué au cours de la phase aller. Au cours de la phase aller. S'il a eu 3 défaites de suite, ce n'est pas sûr. Tel que les choses évoluent, c'est pas sûr qu'on le maintienne. Juste à la fin de la saison. C'est pas sûr qu'on le maintienne jusqu'à la fin de la saison. Nous allons revenir. Dans ces conditions, le président ou bien le dirigeant de quoi finalement? Oui, cette question se pose. Et au classement, après les matchs de la 17e journée, Aïma dispose de 36 points, soit 8 longueurs de plus que son dauphin Buff du Borgo. Esaü, troisième avec 29 points, même nombre de points que les Buffs du Borgo, mais un goal différentiel moins. Et dans la zone rouge, on a USS Craqué qui reste premier relégable avec 18 points et UPONM, la lanterne rouge, avec 8 points au compteur. À présent, les affiches de la 18e journée, Aïma se déplace dimanche au campus d'Abomey-Calavi pour défier l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac dans le choc de cette 18e journée de la Vitalor Ligue 1. À René Pleven, Esaü Football Club reçoit la jeunesse sportive de Cobert pour le compte du derby des frères Didavi et Beke FC de Bemberek accueille Dragon à Kandi. L'affiche de cette 18e journée reste Aspac Aïma. Oui, Aspac Aïma. Écoutez, Aspac qui ne fait plus peur aujourd'hui, hein, parce que Aspac se fait l'amener même pas des petites équipes, ce n'est pas bien, c'est pas bien pour ce club parce que ce club, on connaît son passé, ce club a joué les premiers rôles au niveau du championnat national dans un passé récent. Mais aujourd'hui, on constate que l'Aspac, malgré la volonté du coach Moutari, ça ne prend pas encore, la bandaise ne prend pas encore. Aspac sera face à Aïma. Écoutez, ce serait du tao-tao, parce qu'aujourd'hui, sur notre plan de football, ce qui se passe, ce qui se fait le mieux, c'est à Aïma, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une tranquillité, l'atmosphère est favorable, et puis les enfants jouent sans pression, sous les ordres du coach Hubert Ronfort, et puis rapidement, si vous ne faites pas attention, ils vous plantent 2 ou 3 buts, et puis ils vont s'asseoir calmement pour vous laisser jouer. Aspac est en difficulté. Déjà, dès la fin de la phase aller, Aspac a perdu face à Énergie. 3 buts à 0. 3 buts à 1. 3 buts à 1, autant pour moi. Dans la phase retour, ce n'est pas encore reluisant. Première journée défaite contre l'AS Tonnerre de Boycon. Et tenu en échec par le dernier UPONM. Donc, cette 3e journée, ils seront face au leader qui sort ses griffes et qui broie tout sur son passage. En tout cas, on entend de voir le match Aspac Aïma. Peut-être Aspac peut faire douter Aïma, qui sait maintenant. Au cas où, ce serait peut-être une petite surprise si Aspac fait douter Aïma. Mais au cas où Aïma marcherait sur Aspac, il va falloir que les portugais aillent revoir véritablement leur copie parce que
dès l'entame du championnat, pour nous, reporters sportifs, on met déjà une croix sur Aspac, sur Dragon, sur Buff, équipe championne en titre. On peut dire que c'est les 3 clubs qui peuvent jouer les premiers rôles au niveau de ce championnat. Mais malheureusement, à Yema, sur qui personne ne comptait, Caracol en tête du championnat, Esaü, sur qui personne ne comptait, est troisième, et les Buffles, équipe championne en titre, est deuxième. C'est déjà une petite surprise. C'est déjà une petite surprise. Maintenant, dans une moindre mesure, les Dragons qui sont multiples champions du Bénin, ils se retrouvent, 12 titres, se retrouvent aussi dans les accablures de la première place. Énergie, on n'a pas trop Énergie également se cherche. Oui, parce que quand on prend le championnat dernier, Énergie s'est sauvé in extremis à la dernière journée. Aujourd'hui, ils sont 5e. C'est déjà bien pour Mathias Deguero et ses poulains. S'ils peuvent performer davantage, aller titiller ceux qui sont au sommet, ce serait pour le bonheur de cette équipe. Donc, je disais que quand le championnat reprend, on sait que Aspac, Buffle et Dragon peuvent jouer les premiers rôles. Mais malheureusement, on ne retrouve plus ces clubs. Et c'est les clubs inattendus qu'on retrouve devant, quand même Buffle est toujours dans les sièges. Et puis, bon, on entend. Mais pendant ce temps en Ligue 2, c'était la reprise le week-end écoulé après quelques semaines de trêve lors de cette 18e journée de la Vitalor Ligue 2. Espoir de Savalou a cartonné face à la S-Police 7 buts à 1. Cavalier de Niki a battu Soleil FC 3 buts à 1. Le promu Entente de Kandi a dominé l'AS Cotonou 3 buts à 2. Et pour finir, les requins FC de l'Atlantique ont pris le dessus sur Avranco Omnisport 2 buts à 0 à René Pleven. Au classement, Cavalier 34 points reprend le fauteuil de leader à l'AS Cotonou, désormais 4e. Espoir de Savalou est son dauphin à une longueur. Entente de Kandi complète le podium de ce classement. Dans le bas du tableau, on retrouve l'AS Police à la 17e place avec 18 points à 4 unités de la lanterne rouge Soleil FC d'Akpakpa. Cette Ligue 2 qui continue de produire du spectacle chaque week-end avec 25 buts au total qui ont été inscrits lors de cette première journée de la phase retour. Et déjà, c'est la première fois que je viens sur ce plateau cette année 2020. Et déjà, la saison dernière, je disais que la Ligue 2 est, moi, mon kiff personnel. Parce que quand vous allez suivre les matchs de la Ligue 2, vous sentez que les gens ont envie, les gens se défoncent véritablement sur la pelouse. Quand on finissait la phase aller, c'est AS Cotonou qui était l'équipe championne. Avec 31 points. Avec 31 points. À la reprise, l'AS Cotonou n'a pas pu aller battre Entente à Kandi. Et l'AS Cotonou ça fait battre. Et est recalé à la 4e place. Vous voyez comment c'est cette dynamique. Si l'AS Cotonou gagne son prochain match, l'AS Cotonou pourrait encore retrouver le top 3. Donc, au niveau de la Ligue 2, c'est très très dynamique et bien malgré qui pourra nous dire les 2 équipes qui vont monter en Ligue 1 la saison prochaine. Comme c'était déjà le cas lors de la saison écoulée où on a attendu l'ultime journée. Pratiquement la dernière journée pour pouvoir départager. Et il s'en est fallu de peu que l'Espoir de Savalou puisse monter. Mais malheureusement c'est la différence de but. C'est la différence de but que Espoir est maintenu en 2e division. Cette année, Espoir fait tout. Déjà au niveau de Goya, vous voyez là où ils sont. Ils sont très très loin. Maintenant, la défaite, la victoire face à l'AS Police. Ils ont plongé davantage l'AS Police dans la crise. Malheureusement, moi, je ne vais plus parler de crise parce que je pense que tout va rentrer dans l'ordre d'une manière
ou d'une autre. Mais malheureusement, au niveau de la police ou bien de la police républicaine, la mayonnaise ne prend pas encore. La mayonnaise ne prend pas encore. Maintenant, quand vous suivez cette explication, déjà à la phase aller, l'Espoir est venu battre l'AS Cotonou, l'AS Police ici à Cotonou 4-0 et manche retour 7-1. Donc je pense que la logique est répétée, seulement que c'est un peu plus salé cette fois-ci. Cette fois-ci où on pensait que l'AS Police a commencé par sortir petit à petit la tête de l'eau, mais malheureusement, Espoir est venu plonger cette AS Police davantage dans l'eau, vivement que cette AS Police puisse ressortir la tête de l'eau. Sinon, c'est direction Ligue 3. Au programme de la 19e journée, Cavalier de Ninki sera hôte de Assos à Misrete. Espoir de Savalou accueille Dadje FC et l'AS Police joue Requin FC de l'Atlantique à René Pleven. En basketball, le choc de la 4e journée de la Super League a tourné à l'avantage de Élan Sportif de Porto-Novo sur son parquet. Élan a battu Aspac 73-69. Pour les autres matchs de cette 4e journée de la Super League, c'est-à-dire le championnat national de basketball de première division senior, Aspal Homme a dominé Espoir 75-50, alors que les championnes en titre d'énergie ont surclassé Aspal Dame 98-33. Nous parlons à présent de institutionnel, c'est-à-dire le Comité national olympique et sportif béninois a mené quelques activités le week-end écoulé. Le mouvement sportif béninois envisage d'être une référence des organisations sportives et olympiques aux eaux d'ici quelques années. Et pour ce faire, le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif CNOSBN a évalué cette associations membres à partir d'un outil de gestion, l'assiette fédérale identitaire. La restitution des travaux effectués par le jury mis en place et présidé par le magistrat Raoul Mwendo a eu lieu le samedi dernier à la salle de conférence du Palais des Sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivons le compte rendu. Que voulons-nous? Nous aussi, nous avons besoin d'être grands, je crois. Pour arriver à cette fin, le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN a fait le diagnostic de la pratique de la bonne gouvernance au sein de ses 28 associations affiliées. Il en ressort des conclusions du jury du magistrat Raoul Wendo qu'aucune fédération n'est actuellement dans la bonne posture d'une organisation sportive et olympique aux eaux pour une approche managériale performante au Bénin. Nous avons constaté que 25% des fédérations, sur la base des résultats acquis, se sont retrouvées dans la posture médiane et que 75% sont passés à la mauvaise posture. Ce tableau peu reluisant du fonctionnement des fédérations sportives béninoises préoccupe l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national. Ça reflète qui nous sommes. Et là, il n'y a pas le ministre dedans, il n'y a pas le président du comité dedans, il n'y a rien. Ça, c'est nous-mêmes, au sein de la nation de nos fédérations. Il faudrait qu'on ait une idée. Et peut-être que ce n'est pas en salle ici, mais qu'on sache exactement dans quelle couleur nous sommes pour savoir d'où on part, d'où on repart. Chaque fédération doit travailler à redresser la barre à l'aide d'un instrument à double fonction et qui s'appuie sur des domaines d'action stratégiques. Sur quoi devons-nous compter pour faire tout ça? C'est cet instrument de puissance managériale très forte que nous avons appelé l'assiette fédérale identitaire, dont les deux fonctions essentielles sont premièrement que c'est un outil d'évaluation et deuxièmement un outil de résilience.
La mise en œuvre de l'assiette fédérale identitaire va non seulement permettre la pratique de la bonne gouvernance au sein des fédérations, mais aussi et surtout booster les performances sportives des athlètes, selon le directeur du sport d'élite. Avec le dispositif qui est en train d'être mis en place maintenant, je suis sûr que cela va booster nos résultats. Nous avions besoin de très grands résultats, nous avions besoin beaucoup plus de performances, gagner plus de médailles et faire briller le sport national. L'initiative de l'assiette fédérale identitaire vient combler un vide, celui de l'inexistence d'une réelle boussole pour le management des organisations sportives au Bénin depuis les indépendances. Grâce à cet outil, le Comité national olympique et sportif béninois va célébrer désormais les meilleures fédérations chaque année. À la sortie de cette session de restitution, les membres des comités exécutifs de quelques fédérations se sont prononcées sur l'initiative de l'assiette fédérale identitaire. Le comité olympique, en initiant donc, cette évaluation, est venu nous apporter un coup de main. On était un peu trop laissés à nous-mêmes dans la gestion et pratiquement on n'avait pas de repères en tant que tel. Nous eût été le centre de responsabilité donc, de certains au niveau des fédérations, je crois que le résultat serait plus catastrophique. Mais heureusement que nous avons désormais des repères et qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'améliorer la gestion de nos fédérations. C'est un très bon exercice que nous avions eu à faire avec la commission mise en place et donc les résultats sont donnés. L'essentiel n'est pas ces résultats. L'essentiel, c'est comment partir de ces résultats et progresser. Et c'est ce que nous appelons la résilience, la mesure de l'écart par rapport à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé de façon positive pour le sport béninois. Voilà de quoi il est question. Quand on voit de très près depuis les années 60 jusqu'à ce jour, aucune fédération n'est bien structurée. Aucune n'est bien structurée. Si vous verrez quelques fédérations qui ont des sièges, mais la majeure partie se retrouve dans le sac, dans le salon. Et il y a aussi des décisions au niveau de notre ministère de tutelle qui ne favorisent pas l'éclosion de ces fédérations. Quand bien même il y a des techniciens de haut niveau qui se retrouvent au niveau du ministère, mais c'est comme si nous sommes laissés pour compte. Et je remercie le président Minavoa et toute son équipe d'avoir commandité ce travail qui a révélé l'état que comportent toutes les fédérations béninoises, en particulier la mienne. Fidèle Akoredia, à défaut d'avoir un document politique national du sport au Bénin, les organisations sportives nationales peuvent s'appuyer sur cet outil, cet instrument pour gérer au mieux leur discipline. Oui, c'est une très bonne chose. Mais avant que le comité national olympique et sportif béninois ne révèle cette identité des fédérations, il a fallu d'abord faire la restitution de l'évaluation des fédérations sportives. Parce que tout est parti de là. Tout est parti de là et le comité exécutif du CNSB a compris que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir remédier, il va falloir parer au plus pressé pour que les fédérations n'aillent pas dans le décor. Et quand vous suivez un peu la présentation du président de cette institution, M. Minavoa, on constate que les fédérations, selon la nomenclature, n'ont pas l'assise qu'il faut, n'ont pas obtenu les notes qu'il faut. Parce que seulement 7 fédérations sur 28, on peut avoir la note de 10 à 13. Entre 13 et 10, il n'y avait pas de... Entre 13 et plus. Entre 13 et plus, il n'y avait pas de fédération. Mais pour être dans la bonne posture. Voilà. Maintenant, la posture moyenne, c'est entre 13 et 10. Et on constate que sur les 28,
Il n'y a que sept 7 fédérations. Et après cette posture-là, entre 10 jusqu'à moins infini, se retrouvent les 21 autres fédérations. Donc cela vous dire quoi? Cela vous dire que quand même, nous, on fait des émissions sportives, on fait l'éloge des athlètes, on fait des zooms sur des athlètes béninois qui évoluent sur le plan national, sur le plan international. Tout ce que nous faisons, tout ce que la fédération fait, tout ce que le ministère est en train de faire, tout ce que le comité olympique est en train de faire pour le sport béninois, on n'a pas encore des athlètes de qualité. On n'a pas encore des fédérations qui sont très bien gérées pour qu'on puisse avoir des athlètes talentueux. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de Roméo Ntia, vous avez parlé de Noël Yarigo, très prochainement vous allez parler de Océane Canero, vous allez parler de Odila Rwanou, vous allez parler de Privel Rekanti, de Jodiel Kiki, vous allez parler de Marc Dansou au niveau de la natation, Nafisat au niveau de la natation également. Après cela. Et justement, c'est pour cela que le secrétaire général a insisté sur le fait qu'il faut délivrer désormais des licences aux athlètes des juniors jusqu'aux seniors. Non seulement il faut délivrer des licences, mais il va falloir démocratiser. Il va falloir non seulement démocratiser, mais il va falloir revenir à l'assiette qu'il a su bien présenter la dernière fois. Et quand vous prenez l'assiette, vous avez tout. Vous avez tout. De la gestion administrative, technique, économique, tout. Et des performances. Managériales, sponsoring, tout. Il suffit seulement que vous vous inscrivez dans cette dynamique et que vous respectez point par point et que vous allez voir que non seulement la fédération sera rayonnante, mais elle va générer des athlètes talentueux qui puissent aller défendre les couleurs du Bénin vaillamment sur n'importe quel continent. Sinon, tel que nous évoluons aujourd'hui, je vous assure, on fait de Sochabucha. Et avec le Sochabucha, ça ne pourra pas nous amener loin. Nous allons revenir sur ça lors du prochain numéro, mais les fédérations sportives béninoises peuvent compter sur la nouvelle vision de l'INGEPS, entendez, Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, puisque son directeur Jean-Marie Falola a partagé cette nouvelle vision qui se veut être une maison. L'INGEPS veut être désormais une maison de fabrication de soldats entre griffes, comme il a dit, au profit de ces fédérations. Absolument, absolument. Je pense que c'est inédit ce qu'on a vécu la dernière fois au Palais des Sports du stade d'amitié Gérard Mathieu Kérékou. Parce qu'il n'est pas fréquent de voir le directeur de l'INGEPS même se déplacer. Mais il s'est déplacé, il est venu à la rencontre de ces fédérations. Non seulement il a présenté son institution, mais ce qui est capital et que vous venez de dire, c'est que l'INGEPS est prête, d'accord? Cette institution, elle est prête pour accompagner toutes les fédérations sportives. Toutes les fédérations sportives. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une fédération comme, je vais dire de n'importe quoi, Aviron, d'accord? Quand on prend une fédération comme Aviron, on sent que, attention, le comité exécutif de cette fédération se bat pour avoir des athlètes de qualité. Des athlètes de qualité, des athlètes vraiment performants qui puissent aller représenter le Bénin au niveau continental. Dans la mesure où aujourd'hui, le seul athlète déjà qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, c'est l'athlète d'Aviron, Privel Renkanti. D'accord? Maintenant, si on prend cette fédération et que l'INGEPS s'engage à former non seulement les membres de l'administration au niveau de cette fédération, mais à former des milliers d'autres athlètes ou bien officiels au niveau de cette fédération, vous imaginez ce que l'Aviron peut devenir dans 5 ans, 10 ans, 13 ans. Ce serait quelque chose de formidable. Donc je pense que l'INGEPS a décidé, le directeur de l'INGEPS a décidé maintenant d'aller vers cette fédération pour leur ouvrir son institution pour que cette différentes fédérations ne voient plus l'INGEPS comme un chien de faïence, mais comme un partenaire privilégié pour le développement du sport. La déclaration de formidable, donnons-nous la main pour faire révéler les athlètes béninois. Écoutez, l'INGEPS c'est l'institution et les plus grands professeurs du sport, les plus grands professeurs en matière
d'EPS sont formés dans cette institution. Si cette institution s'ouvre aux fédérations qui sont déjà opérationnelles sur le terrain, vous imaginez ce qu'on pourrait avoir les années à venir. Maintenant, la question ou bien l'appel que moi je voudrais lancer, c'est que ces fédérations puissent vraiment rapidement tenir cette main tendue de l'UNIGEPS pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse avoir des athlètes béninois performants. On ne va pas revenir sur tout ce que le directeur a dit. Nous allons revenir sur ça. Mais il a fait des illustrations techniques. Nous allons revenir sur ce projet. Attention, si on s'inscrit dans cette démarche-là, ça va nous porter vraiment beaucoup de choses. Écoutez, quand on prend aujourd'hui, excusez-moi, quand on prend aujourd'hui les athlètes béninois, d'après la démonstration du directeur de l'UNIGEPS, il est possible qu'un athlète béninois puisse travailler pendant 827 heures. C'est important. C'est très, très capital. C'est à ce à quoi je nous invite. Ok, nous allons revenir tout de même sur cette proposition du directeur Jean-Marie Falola de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et du sport. Mais restons toujours au niveau du Comité national olympique et sportif 24 heures après la session de restitution des travaux effectués sur l'assiette fédérale identitaire. Les membres du mouvement sportif béninois se sont retrouvés à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif pour passer en revue les activités menées au titre de l'année 2019. Il a retenu que le programme a été exécuté à 69%. Seulement 7 activités sur 29 n'ont pas pu être exécutées. Le futur siège du Comité national olympique et sportif béninois a été dévoilé au mandant, surtout la maquette réalisée lors de cette année 2019. Suivons le président du Comité national olympique et sportif, Julien Minavoa. Vous me permettrez, avant de terminer, de vous donner la nouvelle du siècle pour notre CNO. En effet, prenant les rênes du CNOSBN en avril 2013, nous avions eu à rendre publiques nos ambitions au nombre desquelles nous annoncions de doter l'organisation d'un nouveau siège plus digne qui reflète toute l'importance qu'elle requiert. Aujourd'hui, nous pouvons vous affirmer avec fierté que c'est chose en route. Non seulement que le domaine susceptible de l'accueillir ou d'accueillir une telle infrastructure est palpable et s'étend sur une superficie de 2 hectares, mais aussi et surtout que les études architecturales sont à présent terminées et sont désormais disponibles. Cela devra être considéré par tous comme une source de grande fierté que ce qui, au départ, se percevait comme une utopie, et ça il faut l'avouer parce que nous ne disposions pas d'un radis, nous ne disposions pas d'1 mètre carré, et pourtant nous avions eu cette conviction, prenne à présent corps et soit pris et soit mis sur orbite. Je précise que c'est le lieu du prochain siège s'appelle Couvet dans la commune de Misrété. Nous quittons le Bénin pour prendre les nouvelles sportives sur le continent. On démarre par le football en Ligue africaine des champions. Le Zamalek a battu lors des quarts de finale aller Espérance sportive de Tunis 3-1. Un match qui a connu beaucoup d'incidents, surtout après le deuxième but inscrit par le Zamalek. Et la CAF
la Confédération africaine de football a déjà pris des décisions pour sanctionner Zamal et Étoile et Espérance sportive de Tunis pour avoir menacé les arbitres, les officiels de la rencontre. Oui, la CAF se doit de prendre cette décision. Si elle ne le faisait pas, ce serait grave, pour l'institution. Il va falloir très, très rapidement sortir des décisions pour canaliser non seulement ces Tunisiens, mais pour que cela ne se reproduise plus, Et quand vous suivez un peu les rencontres au niveau du Maghreb, vous sentez que ceux-là, ils ont un peu le sang chaud, et ils veulent en découdre à tout. Surtout que le cas particulier d'Espérance sportive de Tunis, ces derniers matchs sur le continent, surtout des derbys contre ses voisins, il y a toujours d'incidents que ces rencontres connaissent, puisque déjà pour la victoire en Ligue africaine des champions, il a fallu plusieurs mois avant que la CAF ne décide finalement de l'équipe vainqueur. Oui, c'est les choses qui arrivent très souvent et que moi je ne comprends pas. Et à des moments donnés, c'est comme si ces Maghrébins, entre guillemets, qui m'excusent, c'est comme s'ils veulent en découdre avec le président de la CAF, c'est comme s'ils veulent en découdre avec l'institution et veulent que leur voix passe coûte que coûte. Ce n'est pas bien, Dans la mesure où vous êtes dans une institution, vous devez respecter les règles de l'institution. C'est vrai, on sait que le football, aujourd'hui, ça devient économique, ça devient un grand enjeu, mais au-delà de l'enjeu, on l'a dit tout à l'heure, il y a le jeu, et que à des moments donnés, il va falloir que ces dirigeants puissent avoir raison garder. C'est vrai, parce que au Maghreb, c'est vrai, ça commence par les supporters, mais quand vous cherchez, vous voyez toujours les dirigeants. Dans ce cas, l'entraîneur a écopé de 4 matchs de suspension. Oui, c'est ça, il dit. Ça commence par les supporters. Et des joueurs également. Mais quand vous analysez que vous allez au-delà, vous voyez qu'il y a toujours les dirigeants cachés derrière. Si ce n'est pas le coach, c'est les joueurs. Et ces dirigeants ne font rien pour maîtriser leurs joueurs ou bien leurs supporters. Il va falloir vraiment taper du poing sur la table pour que ces choses ne se reproduisent plus. Mais malheureusement... Non, c'est avec promptitude que la commission... Malheureusement, au Maghreb, c'est des choses qui sont récurrentes et ça ne fait pas vraiment bien. Il va falloir que nos amis du Maghreb puissent avoir aussi raison garder. Dans les 3 autres matchs de ces quarts de finale aller, tout-puissant Mazembe s'est incliné sur le terrain de Raja Casablanca, 2-0. Victoire de Ali du Caire, 2-0 face à Mamelodi Sundowns. Et enfin, victoire également pour Wydad de Casablanca face à Étoile sportive du Sahel, 2-0. En Coupe de la Confédération, Zanaco FC de la Zambie a courbé les Chines sur ses installations, 3-0 face à Pyramide FC d'Égypte. Al Masri a été tenu en échec par Renaissance Sportive Berkane, 2-2 sur ses installations. Et il faut dire qu'il y a l'équipe marocaine d'Hassania Agadi qui a pratiquement les 2 pieds en demi-finale puisqu'elle est partie s'imposer à El Nasr de la Libye, 5-0. Match nul, 1 but partout dans le derby ouest-africain entre Eimba et Oroya AC de la Guinée-Conakry. Oui, c'est des rencontres à suspense et à surprise. Et quand vous voyez un peu les prestations, quand vous voyez un peu les résultats, vous constaterez qu'au niveau de la Champions League, les cadres sont allés gagner pour la plupart. Toutes les équipes qui recevaient le week-end ont gagné. Et au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est vrai, il y a eu des surprises, il y a eu des sorties qui ont été vraiment juteuses, fructueuses pour certaines équipes qui déjà
peuvent déjà commencer par sabrer le champagne. Sabrer le champagne parce que si vous allez gagner une équipe chez elle 5 buts à 0, ce n'est pas cette équipe qui voudra vous battre à domicile. Bon, bref, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Moi, j'ai un peu un pincement de cœur pour Zanaco parce que je me disais que bon, peut-être cette équipe de Zanaco pouvait faire quelque chose face à son Pyramide, face à la pyramide, mais malheureusement, Zanaco n'a pas fait long feu. Bon, on entend de voir, tout au contraire. C'est déjà bien que ces rencontres puissent continuer et que au terme de ces explications, lors de la manche retour, on connaîtra les 4 qualifiés pour les demi-finales. Oui, effectivement, déjà ce vendredi démarre la manche retour de ces quarts de finale. Zamalek se déplace à Tunis pour affronter l'Espérance sportive de Tunis, l'équipe championne en titre en Ligue africaine des champions. Déplacement samedi pour Al-Ali du Caire en Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns. Les Congolais de tout-puissant Mazembe accueillent Raja de Casablanca à Lubumbashi. Et enfin, le Wydad Athletic Club de Casablanca se déplace chez l'Étoile sportive du Sahel. Et pour finir avec cette émission, juste un mot de cyclisme africain. Le Tour du Rwanda 2020 a pris fin le dimanche dernier. L'Érythréen Nathanaël Tefassion a remporté le Tour à l'issue de la 8e étape. Il défonce de 54 secondes le Rwandais Moïse Mugisha au classement général, porteur du maillot jaune de leader depuis la 4e étape. L'Érythréen ne l'a pas lâché jusqu'à la fin. Le Suisse Patrick Schilling complète le podium à 1 minute 32 du champion. En plus du maillot jaune, l'Érythréen est meilleur jeune du Tour et meilleur africain également. Son compatriote Yeman repart avec le maillot des sprints, tandis que l'Estonien Rhin est le meilleur grimpeur du Tour du Rwanda 2020. Parlant de Tour au Bénin, après une année salbatique en 2019, pour raisons financières, le Tour du Bénin revient cette année. Et en marge de cette édition, la Fédération béninoise de cyclisme a initié une formation à l'endroit des reporters et journalistes sportifs béninois. Une formation qui va être animée par le journaliste français de la radio France Internationale, Olivier Pron. Oui, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose parce que la petite reine a commencé par s'imposer petit à petit chez nous au Bénin. Et c'est vrai, quand vous voyez la plupart des journalistes reporters sportifs au Bénin, c'est le football. Après le football, dans une autre mesure, le handball ou bien le basketball. Quand on parle de la petite reine, quand on parle de cyclisme, soit on vient à l'ouverture, et puis on entend la fin pour venir à la clôture. Alors que, en tant que reporter sportif, on doit faire le tour du début jusqu'à la fin pour donner les informations, pour faire vivre l'événement. Mais il y a deux de nos confrères qui le font si bien depuis le retour de Romia de Razmer, le président Romia de Razmer aux affaires. Il s'agit de Jean-Paul Remanquan et Corneille Gohonou qui suit et qui essaie de nous donner les informations pour pouvoir meubler nos différentes pages sport. Bien sûr, et je suis sûr que c'est fort de cela que le président Razmer a fait dépêcher notre confrère de RFI pour venir davantage outiller non seulement ceux-là qui s'intéressent à la discipline, mais aussi ceux-là, d'autres qui ont envie de faire comme Jean-Paul Remanquan, Corneille Gohonou et Golou,
Apollinaire, et pourquoi pas, dans une certaine mesure, Jules César Djerké. Donc, ce sont les têtes de pont qu'on a l'habitude de voir au niveau de cette discipline. Maintenant, si la 7 peut s'élargir, que d'autres confrères puissent également venir pour avoir les BABA, ce sera encore une très bonne chose. Ce sera encore une très bonne chose et que la petite reine va véritablement s'imposer et s'ancrer davantage dans notre pays, parce qu'il n'y a pas que le football. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois que le Bénin est une terre de football. Je dis bon, peut-être que le Bénin est une terre de pétanque, le Bénin est une terre. Il y a d'autres disciplines qui révèlent également le Bénin. Qu'on ignore. Parce que le cyclisme dont on parle est actuellement 15e au plan africain. Le Bénin est classé 15e en cyclisme. Et avant l'avènement de ce comité exécutif, on connaît la place du cyclisme béninois dans l'échiquier continental. Voilà. Et ce sera tout pour le compte de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.